Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Annie Moutamba, qui est cofondatrice du cabinet Meridia Partners, spécialisé dans les relations institutionnelles Europe-Afrique. C'est une dame d'influence, n'ayons pas peur des mots. Annie Moutamba, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'accepter notre invitation sur ce plateau Conviction. Nous allons aller à votre rencontre. Très important, vous êtes une femme d'influence, je l'ai dit dans mon introduction. Vous avez été formée aux États-Unis, en tout cas dans une institution très prestigieuse, nous y reviendrons. Mais d'abord, on va connaître la jeune fille que vous étiez il y a de cela quelques années. Alors dites-nous, comment ça se passait d'abord au point de vue familial et surtout, à quel moment vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire ? Alors c'est ça que je vais faire, ça a été un long cheminement, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est une question assez difficile que vous me posez là. On est là pour ça. C'est vrai qu'en étant, on va dire, dans la profession de communication, il n'est pas évident de faire ressortir tout cela, puisque mon rôle depuis 15 ans, c'est justement de mettre les autres en valeur. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes la vedette. Hein. Voilà, donc je me prête volontiers à l'exercice. Merci d'avance. Donc mon enfance, en fait, s'est passée à Liège. Je suis née à Liège. Je suis née congolaise, zaïroise à l'époque, donc. Je suis la dernière d'une fratrie de 5 enfants. Je suis née, j'ai fait toute ma scolarité en Belgique. Voilà, au bout de cette scolarité, j'ai décidé de me lancer dans des études de communication parce qu'à la maison, on avait souvent différentes sortes de médias. Mon père était un boulimique des journaux. Il achetait ce qu'on appelle la presse, on va dire, sérieuse, que je ne citerai pas, mais bon, qui analyse, qui commente et autres. Et puis on avait aussi des exemplaires des feuilles de chou, que je ne citerai pas non plus. Bien sûr. Et donc ça nous permettait d'avoir un double regard sur l'actualité, etc. Et essentiellement, à l'époque, les informations provenant d'Afrique étaient très difficiles finalement à filtrer et était difficile d'en avoir vraiment une bonne perspective. Donc la communication, je pense que le pli est arrivé, voilà, c'est né à ce moment-là. Vous avez vraiment baigné dans une ambiance où la communication était véritablement le maître mot. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y avait déjà un choix qui s'opérait au fond, ou en tout cas une confrontation entre deux types de sources différentes. Voilà. Ça vous a nourri Complètement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu une profonde déformation professionnelle parce que je ne peux plus lire un article sans aller lire ou confirmer par d'autres sources le fond de l'histoire. Donc j'ai toujours besoin d'avoir une double ou triple perspective sur le moindre article. Donc voilà, mon enfance s'est passée de manière très heureuse dans une famille très aimante qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. Pour compléter cette petite fiche personnelle, on va dire, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 14 neveux et nièces, une famille formidable et voilà. Mais c'est très gentil de nous avoir associés à votre histoire personnelle. On va à Washington, puisque au fond, c'est quelque part là qu'il y a eu un déclic, n'ayons pas peur des mots. Vous avez travaillé au sein de l'Africa Policy Information Center, qui est la plus ancienne organisation aux États-Unis qui est dédiée aux questions africaines. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à Washington? Ça, c'est la première question. Et ensuite, au fond, qu'est-ce qui vous a convaincu de pouvoir, au fond, jeter les bases de ce que vous faites aujourd'hui? Alors, ce qui m'a amené là-bas, à la fin de mes études, j'ai fait des études en communication que j'ai complétées par un diplôme en relations internationales, parce que la communication en tant que telle ne me suffisait pas, on va dire. J'ai compris plus tard pourquoi j'avais besoin d'avoir ces deux angles-là. J'ai eu très vite la bougeotte en fait. Vers la fin de mes études, je suis partie en Angleterre faire une année d'études, puis je suis allée en Espagne pour une première expérience professionnelle. Et juste après, j'ai eu cette opportunité donc d'arriver à Washington, donc dans ce centre d'information sur la politique africaine qui était, puisqu'ils ont changé de nom en fusionnant avec une autre organisation, qui était donc un centre qui analysait les politiques publiques américaines et leur impact sur les économies en Afrique. C'était un organisme qui travaille en étroite collaboration avec le Congrès américain et donc justement pour donner une direction
aux politiques publiques américaines et expliquer l'implication qu'elles pouvaient avoir sur les économies des différents pays et États africains. Du lobbying, tout simplement. C'était du lobbying. Donc j'y ai découvert effectivement un mode d'interaction avec le gouvernement, avec les décideurs publics, parce qu'on parlait véritablement de politique, des politiques évidentes quand on parle de relations États-Unis-Afrique, c'est commerce international, c'est politique étrangère, défense et autres, mais on parlait aussi de la politique culturelle américaine et l'impact que ça peut avoir en Afrique. On parle du début des années 2000, donc c'est à l'époque il n'y avait pas encore eu le 11 septembre, etc., etc. Bien sûr. Donc c'était assez intéressant de pouvoir apporter la voix africaine justement dans ce débat-là. Donc le législateur américain avait besoin de savoir quel était finalement l'impact de la politique américaine dans le monde. Et précisément, quel était le regard justement des Américains sur ces dossiers-là? Parce qu'on a parfois coutume de dire que les Américains sont plutôt limités dans la connaissance des grands enjeux africains. Est-ce que vous avez découvert des lieux communs, des clichés? Est-ce que vous vous êtes battu pour changer certaines choses? Racontez-nous. Alors à l'époque, on fait un sérieux retour en arrière, mais bon voilà, on sortait de la guerre, souvenez-vous de la guerre en Somalie, donc les États-Unis 1993. Étaient très, ils étaient encore traumatisés par cette affaire-là. C'était la fin des années Clinton. Ils étaient, l'Afrique, c'était une vaste zone de guerre et de perdition totale. À part certains spécialistes et experts à Washington, finalement, le grand public évidemment et encore aujourd'hui n'était pas forcément plus intéressé que cela. Les lieux communs étaient alors Légion, évidemment. On parlait beaucoup d'enfants soldats. On a beaucoup travaillé sur les questions de commerce extérieur et autres. Notamment le commerce des armes, etc. Donc voilà, c'était assez orienté et on essayait justement au sein du centre d'information d'élargir le débat et de dire il n'y a pas que la politique évidente dans ces relations particulières qui compte, il y a aussi tout le reste. Donc toutes les décisions qu'on prend à ce niveau-ci, au niveau du Congrès, a un impact au niveau mondial et spécifiquement en Afrique aussi. En tout cas, vous décidez de quitter les États-Unis. Vous passez 10 années au service du CEFIC, qui est le programme des communications institutionnelles au sein du Conseil européen de l'industrie chimique. Vous avez une bonne connaissance des entreprises ou du milieu des entreprises européennes. Vous avez d'ailleurs, à ce titre, conseillé de grands groupes comme Procter & Gamble, Unilever, BASF, Bayer, Exxon et compagnie. Et votre rôle consistait en l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de lobbying. Retour aux fondamentaux pour vous, en tout cas. Aujourd'hui, avec Meridia Partners, avec force de cette expérience-là, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous facilite la tâche dans vos contacts, je dirais, quotidiens? Est-ce qu'après toutes ces années, vous diriez au fond que votre regard a changé aussi bien sur la manière dont les Américains, les États-Unis, partant de là, puisque vous avez évolué à Washington, ont une perception de ce qui se passe en Afrique, et surtout, quelle est l'expertise au fond que vous pouvez apporter à des structures qui ont besoin de davantage de visibilité, notamment ici en Occident? Alors, après donc cette expérience aux États-Unis, je suis rentrée à Bruxelles, en Belgique en fait, pour toutes sortes de raisons, mais surtout parce que Bruxelles c'est la deuxième plateforme du lobbying au monde, et j'ai intégré donc le Conseil européen de l'industrie chimique, qui est donc un organisme qui regroupe différentes. Vous l'avez intégré par concours, vous avez postulé? Alors j'ai été recrutée. D'accord. Voilà, donc quand j'étais en Amérique, en fait, j'avais envoyé mon CV à gauche à droite, et puis un cabinet m'a contacté me disant, le CEFIC est intéressé par votre CV, parce qu'il est vrai que ma décision de partir à l'étranger était motivée évidemment par le fait qu'à l'époque, je n'étais pas tout à fait employable en Belgique, donc il fallait que j'aille étoffer mon CV ailleurs. Donc parenthèse fermée, je rentre à Bruxelles, j'intègre donc le Conseil européen, pas très emballée, parce que la chimie, j'ai toujours été nulle en chimie à l'école, donc je n'avais pas un intérêt personnel ni particulier. En revanche, j'ai senti très vite que c'était un lobby extrêmement influent, et de fait, c'est le lobby industriel le plus influent de la place de Bruxelles. Donc je savais que j'avais des choses à y apprendre qui allaient confirmer la raison pour laquelle j'avais étudié la communication et les relations internationales et le carrefour
d'intérêt que je trouvais entre les deux disciplines. Donc je pensais y rester quelques années, j'y suis restée 10 ans parce que j'ai appris énormément et je savais qu'à un moment donné, j'allais pouvoir utiliser ce bagage pour revenir aux fondamentaux donc, de ce que je faisais à Washington, travailler sur les questions africaines et internationales. Et donc, ça s'est fait assez naturellement finalement, parce que je suis restée 10 ans au CEFIC, mais au bout de 5-6 ans, j'ai senti que voilà, j'étais un peu seule dans ces couloirs de la décision européenne. Pas forcément, je ne représentais pas d'intérêts africains, je représentais des intérêts industriels européens. Donc, dans certaines discussions, c'était très inconfortable de temps en temps de se retrouver à parler d'accès aux matières premières. Vous avez le sentiment de vous vous sentiez seul ou est-ce que vous étiez peut-être animé par un devoir de réserve tout simplement sur des questions qui étaient polémiques au fond quand on y réfléchit? Oui, et hautement stratégiques. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'était intéressant dans cette fonction de voir comment les politiques publiques européennes sont façonnées et finalement qui les façonne. Et ce lobby, donc cette industrie chimique qui est extrêmement influente ici en Europe pour toutes sortes de raisons, finalement elle m'a appris tous les rouages de la décision européenne et au bout d'un moment j'ai décidé de mettre ça au service des intérêts africains parce que justement je me suis rendu compte que la voix africaine dans les couloirs de la Commission du Parlement et autres était plutôt ténue. Bon, on va dire que c'est le même débat au sein de l'OMC. Vous avez des pays qui ont les moyens d'avoir une ambassade à Genève, d'autres qui n'en ont pas. Les Africains ont toujours eu beaucoup de mal à, je dirais, accorder leur violon sur les questions liées notamment à des secteurs très précis, et ce aussi bien dans le cadre du groupe des États ACP que d'autres. On a vu les discussions que cela a occasionné. Meridia Partners, donc vous apportez cet éclairage nouveau, vous apportez cette connaissance. Comment cela est accueilli au fond? Est-ce que vous avez le sentiment de tout réapprendre à des gens qui sont censés connaître des choses, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes là plutôt pour orienter, pour conseiller, pour suggérer? Comment se passe au quotidien votre travail? J'aime dire qu'on les accompagne, parce que le travail est déjà fait, quelque part. Quand vous dites qu'il est déjà fait, à quel niveau exactement? Justement, en termes de communication dans un sens, je dirais. Vous avez parlé tout à l'heure d'accorder les violons et de faire entendre sa voix. Bon, quelque part, ça c'est déjà fait, puisque nous avons effectivement des ambassades et des structures claires pour le faire. Mais le fait d'avoir travaillé au CEFIC, justement, m'a appris qu'il y a d'autres structures qui sont nécessaires pour faire entendre sa voix, et qu'il y a d'autres canaux et qu'il y a d'autres manières de faire aussi, que la Commission et que les institutions européennes mettent aussi à disposition et qui ne sont pas du tout exploitées par les Africains de manière générale. C'est faute d'information? Je pense, oui. Faute d'information, faute de ressources humaines souvent, parce qu'on n'a pas le temps de tout suivre. Parfois financière aussi, parce que lorsqu'un pays n'est pas à jour de ses cotisations, pas de prise de parole, pas de vote. Donc ça aussi, ça peut pénaliser au fond l'action d'un pays en particulier. Tout à fait, mais il y a le vote, et puis il y a tout ce qui est autour du vote, c'est-à-dire l'influence en général, on va dire la diplomatie publique, qui est encore un peu hésitante. C'est à dire que certains États ne mettent pas les moyens pour y parvenir? Je pense qu'ils les mettent, mais ils les mettent dans du branding, ils les mettent dans des grandes campagnes de communication, de publicité. Donc c'est pas très bien ciblé, quoi. Mais l'influence n'est pas là. L'influence est, à mon sens, inexistante là où elle doit exister, c'est-à-dire en amont des décisions. Donc donner son avis sur une décision, c'est une chose. Être là avant qu'elle soit prise, c'est tout à fait une autre. Et c'est là justement que je n'ai pas vu les voix africaines, parfois sur des dossiers qui concernaient très précisément nos intérêts. D'accord. Alors sans trahir un secret professionnel ou quoi, mais on va simplement être vague au niveau de la localisation géographique des États. Est-ce que vous diriez que selon que l'on soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, de l'Est ou en Afrique australe, on va dire que les pratiques sont différentes? Est-ce que vous avez des clients plus faciles que d'autres, pour dire les choses très simplement? Oui. Oui. Pour le dire très simplement. Plus à l'ouest, plus au sud plus aux deux extrêmes, nord et sud. D'accord. Et on va dire aussi à l'ouest. Très bien. En tout cas, depuis 2010, vous êtes également professeur invité au sein de l'Executive Master en Communication et Politique étrangère de l'IHECS.
où vous dispensez une formation en lobbying européen. Décidément, c'est l'habitude chez vous, le lobbying. Là, vous faites du lobby? Non, rassurez-moi. Non. Non, pas encore. Non. Très bien. Mais sinon, est-ce que à terme, vous pensez que les États africains, pour faire entendre leur voix, gagneraient en fait à développer cet aspect des choses pour pouvoir être, disons, dans l'air du temps, tout simplement? Je pense qu'ils n'auront pas le choix. Je prends toujours l'exemple de la Chine, qui il y a 10 ans arrivait un peu en ordre dispersé ici à Bruxelles, et qui aujourd'hui sont partout. Il n'y a plus une décision majeure qui se prend sans qu'on se demande qu'en dirait le collègue chinois. Donc je pense que ça peut venir très vite finalement cette influence, mais il faut s'activer. Parce qu'on ne peut pas d'un côté parler de l'Afrique émergente qui bouge et qui est le grenier du monde finalement, et de l'autre ne pas être influent là où ça compte. C'est-à-dire à Bruxelles et à Washington, puisque nos collègues de Washington déplorent la même chose. Alors j'ai quand même une question à vous poser, parce qu'elle me taraude l'esprit depuis tout à l'heure. On observe quand même dans les faits que quand vous prenez les pays africains individuellement, ils ont plus facile à s'adresser à leurs anciennes puissances tutélaires que de le faire dans un cadre de concertation, on va dire, élargi. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui reste encore malheureusement ancré dans les mentalités, ou est-ce qu'au contraire, vous suggérez ou vous recommandez davantage de synergie entre les États? Pour moi, c'est encore très fort le cas. Je trouve que les relations bilatérales avec les anciennes puissances coloniales, on va dire, sont encore les liens sont encore très forts. Et ils sont non seulement forts, mais ils sont devenus non pertinents et même carrément, dans certains cas, contre-productifs. Parce qu'il y a des États en Europe, il y en a 28 quand même dans cette union. Il y a des États qui ne sont pas forcément la cible de, on va dire, la diplomatie publique ou des échanges commerciaux essentiels avec des États africains. Et c'est dommage, parce que voilà, on a par exemple des collègues en Allemagne qui eux se plaignent régulièrement que, en général, on ne va pas dire quel pays ni quel autre, mais on s'arrête à Paris, ou on s'arrête à Londres, ou on s'arrête dans la capitale belge. On va rarement à Bruxelles, institutions européennes, commissions, etc. Donc c'est un réflexe qu'on n'a pas encore développé. Mais est-ce que ce n'est pas l'image justement que donne cette Europe à 28, une sorte de machine, une lourdeur administrative qui effraie, première chose, à un moment aussi où, il faut bien le remarquer, les crises récentes montrent que ça n'a pas non plus toujours été facile au sein de l'Union européenne de dégager un consensus sur des questions, on l'a vu sur l'Ukraine, on l'a vu sur le dossier syrien et d'autres dossiers ailleurs dans le monde. Est-ce que l'Europe n'est pas non plus elle-même victime de son propre succès, au fond, paradoxalement? Oui, mais si on prend les intérêts africains, c'est peut-être une occasion, une opportunité, justement. C'est une des techniques de l'influence de pouvoir aussi jouer sur les dissensions. Et prenons un cas d'espèce très, très simple, la France, qui est membre de l'Union européenne, qui intervient de manière tout à fait unilatérale au Mali, qui déploie un dispositif en Centrafrique. Là, on ne parle pas de l'Union européenne, on parle de la France. Tout à fait. Et donc ça, pour le coup, c'est quand même un exemple qui montre que l'exercice trouve quand même ses limites. L'exercice trouve absolument ses limites. Enfin, on a des exemples tous les jours des limites de l'action européenne concertée. Mais je pense que, voilà, à partir du moment où un pays se met en avant par rapport à ses 27 autres collègues, c'est une opportunité pour les autres. Je pense que beaucoup d'autres de nos interlocuteurs s'en rendent compte. Les États-Unis jouent beaucoup sur les divergences européennes. La Russie, on le voit encore, on l'a entendu récemment. Donc beaucoup jouent, la Chine évidemment, ils jouent sur le fait que l'union des 28 n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, surtout tout le temps. Alors, Annie Moutama, nous arrivons au terme de cet entretien. Nous aurions aimé le prolonger, tellement il est passionnant. Je vous laisse le mot de la fin. Merci d'abord de me laisser le mot de la fin. Je pense qu'il est temps pour les États africains, puisqu'on en a beaucoup parlé, de se rendre compte que la communication, de manière générale, pas seulement le lobbying, ça a aussi un impact sur leur développement et la façon dont le continent va émerger. Et un de nos combats, en tout cas au sein de Merida Partners, ça va de faire aussi émerger ces questions-là, de voir l'impact
car ce manque de communication ou cette non-communication ou cette communication difficile sur l'économie même de notre continent. Merci infiniment Ali Moutama. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Meridia Partners, qui est le premier cabinet conseil spécialisé dans les relations institutionnelles Europe-Afrique. Merci beaucoup. Merci.